Et donc ici, les courbes qui sortent dans cette publication. Donc ici, vous avez la phase de titration, où tout le monde donc, est sous tapentadol. On part avec des scores d'EVA autour de 7, on arrive à des scores d'EVA autour de 3,5. Et à ce moment-là, donc tous les gens qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas eu de baisse d'EVA, sortent de l'étude, et le reste est randomisé soit pour recevoir du tapentadol, soit pour recevoir du placebo. Et voilà les améliorations de la douleur. Les patients qui ont une amélioration supérieure à 30 et inférieure à 50, il y en a 53% sous tapentadol, quand même encore 42% sous placebo. Les patients qui ont une amélioration supérieure à 50%, 37% sous tapentadol, 27% sous placebo. Est-ce qu'ils refont le coup de mettre les patients qui sont sortis à la fin, comme s'ils avaient continué toute l'étude, le last observation qu'il avait faut avoir? Ceux qui sont sortis avant la randomisation? Non, après. Après, je vous avoue, je ne sais pas. Mais ils refont le coup de cette question, quel est votre changement, quel est le changement global? Et le changement global, ceux qui, il y a 25% qui se disent bien améliorés sous placebo, et quand même 43% qui se disent vraiment bien améliorés sous tapentadol. Voilà, donc cette molécule qui laisse un peu perplexe. Et j'attends avec impatience de l'avoir à ma disposition pour pouvoir après en juger. Sur le papier, ça me paraît intéressant, autant que le tramadol peut être intéressant dans certaines situations. Mais concrètement, qu'est-ce que faut-il en penser? Je ne sais pas si Claudia, vous l'avez en Suisse? On l'a en Suisse, on ne l'utilise pas du tout parce que jusqu'à présent, effectivement, on n'avait pas ces études en oncologie. Donc, elle est très utilisée par les médecins traitants dans les maisons de retraite dans le canton de Genève. Ça dépend de la puissance de la boîte pharmaceutique. Donc, moi, je suis très, je me demande ce qu'elle apporte de plus que je ne savais pas, que tu as montré là, en tout cas dans les études non cancéreuses. Ce serait peut-être un profil de tolérance en termes d'effets secondaires intéressant. Voilà. Pour le reste, je ne sais pas ce qu'elle apporte de plus. On s'attend quand même, si on compare un placebo avec un agoniste des récepteurs MUC, qui est quand même une amélioration. Donc ça me... Voilà. Donc je reste très ambivalente. J'aurais besoin de plus d'études avant de me lancer, parce qu'on a déjà tellement de molécules différentes et on voit les patients arriver avec des opioïdes 5 différents, dont de la buprenorphine, donc c'est un bordel des fois aux urgences. Donc voilà, ça pourrait être intéressant en termes de profil des effets secondaires pour moi, peut-être. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'aux États-Unis, cette molécule est beaucoup plus positionnée dans la douleur chronique, non cancéreuse. Et que le fait qu'il n'y a pas eu d'AMM en France pour la douleur non cancéreuse, ça a été un coup assez dur. Et maintenant, le laboratoire revient avec la demande d'AMM pour la douleur cancéreuse. Mais est-ce que vraiment cette molécule a une place dans la douleur cancéreuse? J'attends de voir. Je peux essayer de dire un mot? Oui, bien sûr. De ce que je connais là, du produit, parce que j'ai participé à l'étude, à l'expérimentation qui a été faite, dans l'étude sur la douleur du cancer. Il y a des biais méthodologiques importants dans cette étude, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des placebos qui ont des effets secondaires et des choses comme ça,
parce que les gens qui étaient douloureux dans cette étude prenaient de la morphine en rescue. Et donc, probablement que l'intensité des effets secondaires que l'on note tant sous le placebo que sous tapatadol sont liés à la prise de morphine supplémentaire parce qu'ils étaient encore douloureux. Ça, c'est la première chose. Mais néanmoins, on voit très bien sortir que le tapatadol entraîne moins d'effets secondaires pour une activité antalgique avec un rapport de 1 à 2,5 qui est à peu près le même et donc relativement intéressant puisqu'il y a moins d'effets secondaires. C'est ce qui semble intéressant. Alors l'AMM, elle est européenne. Elle est des douleurs moyennes à sévères. Donc il ne le place pas au même niveau que la morphine qui n'est que douleur sévère, si je ne m'abuse. Par contre, en France, le remboursement a été obtenu pour la douleur du cancer. Ce qui veut dire qu'on pourrait le prescrire hors douleur du cancer, puisque c'est une AMM européenne, nous n'aurions pas le remboursement, notamment dans les douleurs de l'arthrose, les douleurs des lombalgies, etc. Voilà la différence qu'il peut y avoir. Et le remboursement sera de 15%. Donc ça va énormément, bien sûr, limiter son utilisation hors AMM, puisque la plupart des mutuelles ne remboursent pas en France le produit à 50%. À moins de 15% de taux de remboursement. Pour moi, j'ai l'impression que les deux effets intéressants, c'est pas d'effets secondaires importants, opioïdes digestifs essentiellement. Et deuxièmement, je retiendrai aussi le fait qu'au niveau du métabolisme hépatique, c'est un métabolisme qui se fait par des fonctions simples, comme pour la morphine, des glucuroconjugaisons, des sulfoconjugaisons et des choses comme ça, mais il n'y a pas interférence avec le cytochrome. Donc, chez les patients cancéreux multi-traités avec des chimiothérapies concomitantes et autres qui passent par le cytochrome, à mon avis, c'est un avantage parce qu'il y a moins de risques d'accumulation du produit et d'effets secondaires liés à ça. Est-ce qu'on parle des interactions médicamenteuses? Les interactions médicamenteuses, est-ce qu'on a quelques informations là-dessus? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces précisions très, très utiles. Il me semble qu'on ne va pas avoir peut-être la forme à libération immédiate, parce que globalement, j'avais vu que la forme à libération prolongée. Donc il parle beaucoup de titration, on va être dans un schéma où il va falloir qu'on fasse des titrations avec des comprimés à 50 mg, il me semble le plus petit dosage, et ça va de 50 à 50 jusqu'à 250. Donc ça ressemble un tout petit peu aux amidol LP, au tramadol LP, et ça va jusqu'au tobagique et contramal. Et on va être un peu dans le même paradoxe qu'avec la sofidone, où on est amené à avoir en fait, la molécule avec le midalénique à libération prolongée sans qu'on ait la libération immédiate. Et ça va nous forcer de facto à ce qu'on reste dans des doses de rescue avec des morphiniques. On prend une question. Le prix, hormis le problème de remboursement, on connaît le prix ou pas encore? Pour le moment, il n'est pas fixé. En France, il n'est pas fixé. Il n'est pas encore fixé. Il n'est pas fixé et ça va poser certainement des problèmes. Et en Suisse, il y a combien? Je ne sais pas, parce que je l'ai inscrit. Si j'ai bien compris, c'est environ 2 à 2,5 fois supérieur au point de vue prix que le tramadol dans les pays étrangers à la France. Excusez-moi, ça m'ennuie un petit peu, vous parliez d'effets indésirables nettement moindres, parce que, en fait, les effets indésirables moindres, c'est au moment de la titration. Et au bout de 3 semaines, on a à peu près la même chose. Oui. Donc, si on rajoute d'un autre côté qu'on ne va pas avoir de molécules à action rapide, qu'on aura des effets indésirables uniquement grosso modo sur le long cours qui seront les mêmes, un prix qui va être 4 fois supérieur, allez, 2 fois supérieur à ce qu'on peut avoir sur le marché, et singulièrement au prix des morphiniques de base, je commence à me poser vraiment la question de l'intérêt de ce produit. Je me pose la question. Et en plus,
travaille à l'hôpital, je me dis comment je vais vendre ça à mon pharmacien hospitalier. C'est pour la question qu'on a entendue tout à l'heure sur les pharmaciens hospitaliers, ils ont une particularité. Donc voilà. Non, mais effectivement, je poser la question, quel est l'intérêt de ce produit? Est-ce qu'il en a un? C'est évident. Je sais que quand le tramadol a été commercialisé en France, je trouvais que c'était une molécule qui n'était absolument pas intéressante. Aujourd'hui, je l'apprécie dans certaines situations. Mais c'est certainement pas une prescription de première intention. Est-ce qu'on va avoir des études qui vont comparer sur la douleur neuropathique non pas placebo, mais aux molécules de référence actuelles sur la douleur neuropathique? Parce que c'est ça qui peut nous intéresser comme différence d'efficacité. Je crois que le laboratoire est devant la porte, donc on peut leur suggérer. Non. Voilà, contre un placebo, heureusement que ça marche un peu mieux. Ça m'intéresse à ce que si ça marche mieux sur les douleurs mixtes, notamment neuropathiques. Oui, tout à fait, je pense que c'est une étude qui serait à faire sur la douleur neuropathique, mais pas contre placebo, mais contre une molécule active. En tout cas, j'en ai pas vu. Enfin, ce qu'il voulait déjà démontrer dans un premier temps, c'était l'efficacité par rapport à une douleur neuropathique. Et ça, pour démontrer cette efficacité-là, on ne peut le faire que par rapport à un placebo. Premier temps. Alors après, ils pourront peut-être le comparer par rapport à d'autres. On l'aura probablement, je pense, à un moment donné. Mais ce n'est pas ce qui est prioritaire au départ pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Bon, je continue. Dans le Journal of Pain and Symptom Management, il y a souvent, oui, de temps en temps, des revues thérapeutiques que j'apprécie toujours beaucoup. Je trouve qu'ils sont très très bien. Et là, je suis tombée sur une qui m'a particulièrement plu, sur les antagonistes des opiacés. Alors, qu'est-ce qu'on a en France? En France, on connaît la naloxone, que vous connaissez sous le nom Narcan. Naloxone qui est aussi dans le Suboxone, c'est un mélange de Subutex plus naloxone. Après, il y a la naltrexone qui est vendue sous le nom Nalorex ou encore Regia. Et puis, ce qu'on connaît en soins palliatifs, c'est la méthylnaltrexone, le Revistor. Et j'avais envie de faire le point sur ces molécules, à quoi ça sert et à quoi ça peut nous servir. Donc, ce sont des antagonistes purs des opiacés avec une forte affinité pour les récepteurs opiacés, mais pas d'activité intrinsèque. Ce sont des molécules qui vont se fixer sur le récepteur, mais qui ne vont pas activer le récepteur. Quand ces antagonistes sont donnés avant un agoniste, ils bloquent l'accès au récepteur. Quand ils sont donnés en présence d'un agoniste, ils vont le déplacer du récepteur, parce que la plupart du temps, ce sont des molécules qui ont une très forte affinité pour le récepteur. Et nous voilà déjà en plein mouvement dans les questions cliniques, où parfois je discute avec des collègues qui m'appellent. C'est typiquement la question, mais qu'est-ce qui se passe chez un patient sous buprenorphine? Je veux lui donner de la morphine, qu'est-ce qui va se passer? Ou l'inverse, j'ai un patient sous morphine et je veux le mettre sous buprenorphine. Buprenorphine, vous savez, c'est un agoniste-antagoniste partiel. Alors, j'ai fait un schéma tout simple. Donc, à gauche, c'est le récepteur. Quand vous avez un récepteur, vous rajoutez un agoniste, il va aller sur le récepteur, ça va marcher parfaitement, c'est super bien, et on va avoir une activité. Quand on a le récepteur opiacé avec un antagoniste, il va se placer dessus, mais rien ne va se passer. Quand on a un récepteur opiacé avec un antagoniste en présence, et on ajoute un agoniste, donc à peu près typique, c'est pas parfaitement cette situation, mais prenons quand même le cas de la buprenorphine.
patient sous buprenorphine, je rajoute de la morphine, un agoniste. Qu'est-ce qui va se passer? L'agoniste n'arrivera pas à déplacer la buprenorphine, il ne se passera rien, l'agoniste ne fera pas d'effet tant que cette buprenorphine reste au récepteur. Donc, si un patient est sous temgésique et on rajoute de la morphine, a priori, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Ce qui n'est pas le cas si nous avons un patient qui est sous opiacé, morphine, et on rajoute un antagoniste. Là, l'antagoniste, du fait de sa forte affinité pour le récepteur, va déplacer l'agoniste, mais comme il ne va pas pouvoir développer une activité au récepteur, éventuellement, dans ce cas-là, si le patient a été sous agoniste depuis très longtemps, je vais déclencher un syndrome de sevrage. Et ça, c'est important parce que ça nous guide dans quelques situations cliniques. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette entrée en matière. Vous allez tout à l'heure comprendre pourquoi. Alors, la biodisponibilité du Narcan, de la naloxone, est très, très minimale, 6%. Ce qui peut servir dans certaines molécules, dans l'industrie pharmaceutique s'est servi de cette petite biodisponibilité. Ce n'est pas la même chose pour la naltrexone où elle varie entre 50 et 40%. La naloxone de Narcan a un début d'action extrêmement rapide, après 1 minute au moins en IV, en sous-cut ou IM en 2 à 5 minutes. Quand on donne la naltrexone par la bouche, il y a un syndrome de sevrage qui est possible et apparemment il peut survenir très rapidement. Même, j'ai vu quelque part, 5 minutes après la prise. Étonnant. La Cmax du naltrexone, c'est au bout de 2 heures. La demi-vie pour le Narcan, ça c'est important pour nous, en soins palliatifs, uniquement 1 heure. C'est pour ça qu'il faut, quand on a un patient qui est surdosé, il faut répéter les injections de Narcan si on veut reverser un surdosage. Alors que pour la naltrexone, ça serait de l'ordre de 4 heures et pour son métabolite actif de l'ordre de 13 heures. La durée d'action du Narcan est de l'ordre de 1 heure et demie, alors que la naltrexone a une durée de vie beaucoup plus longue, une durée d'action beaucoup plus longue de 1 à 3 jours. Les effets secondaires, c'est nausées, vomissements. Pour le Narcan, de temps en temps, et ça semble être une possibilité, une hypertension, éventuellement un édème pulmonaire, et rare, tachycardie, arythmie. La naltrexone, insomnie, céphalée, anxiété, nausées, colique intestinale, manque d'énergie, douleurs musculaires et des articulations. On a l'impression de lire le descriptif d'un syndrome de sevrage. Alors, à quoi ça sert? À quoi on utilise ces différentes molécules? Première chose, des très petites doses de naloxone ou aussi de naltrexone potentialisent les effets antalgiques des agonistes purs et diminuent les effets secondaires. Ce serait une activité qui n'est pas liée au récepteur opiacé. Ce serait par un autre mécanisme qui est non lié au récepteur opiacé. Et j'ai sorti cette étude de 2005 où on a de l'oxycodone et de l'oxycodone à laquelle on a ajouté de naltrexone à différentes posologies.
C'était des patients qui étaient atteints, qui avaient une arthrose du genou ou de la hanche et qui recevaient soit du placebo, soit de l'oxycodone 2,5 mg 4 fois par jour, soit de l'oxycodone 2,5 mg plus 0,001 mg de naltrexone 4 fois par jour, ou des patients qui recevaient de l'oxycodone 5 mg plus cette petite dose de naltrexone 2 fois par jour. Donc, pour résumer, ces patients-là, ils avaient la même dose d'oxycodone, mais ce groupe-là avait 0,04 mg de naltrexone par 24 heures, parce qu'ils recevaient leur médication 4 fois par 24 heures, et ce groupe-là avait uniquement 0,02 mg de naltrexone par 24 heures. Alors pourquoi c'est important? Parce que ici, donc, nous avons la diminution de la douleur, ça c'est le placebo. En bleu, c'est le groupe qui a eu de la naltrexone à dose forte. Ça, c'est les patients qui ont eu que de l'oxycodone. Et ça, c'est les patients qui ont eu de la naltrexone à toute petite dose. Donc, dès que les doses deviennent plus importantes, cette naltrexone semble commencer à antagoniser l'efficacité de l'oxycodone au récepteur. Donc, ce qui est important, c'est que la dose doit vraiment être toute petite pour avoir cet effet de potentialisation que nous voyons donc ici. C'est la courbe verte oxycodone pur versus oxycodone plus naltrexone. Et chose étonnante, ces courbes-là, c'est beaucoup plus parlant chez les hommes que chez les femmes. Ceci dit, même chez les femmes, on voit clairement que la diminution de la douleur est plus importante quand on ajoute à l'oxycodone une toute petite dose d'antagoniste. Ici, ça c'est l'oxycodone pur. Alors, on le retrouve... oui, j'ai sorti d'autres études parce que je vous posais la question dans ma pratique clinique, c'est quoi ça? Une petite dose de naloxone, en fait, c'est combien? Et donc, j'ai regardé dans 2 autres études. En gros, la posologie de naloxone, on peut dire que pour un patient de 70 kg, c'est de l'ordre d'une ampoule 400 microgrammes par 24 heures. Donc, pour la pratique clinique, et c'est vrai que j'ai vu faire nos anesthésistes parfois, quand on rajoute à une PCA une ampoule de Narcan par 24 heures, potentiellement on augmente un peu l'efficacité de l'opiacé, et deuxième effet, on aurait moins d'effets secondaires. Est-ce que c'est une pratique qui est habituelle chez vous? Est-ce que c'est quelque chose? Je sais que chez nous, à l'unité de soins pédiatriques, ils le font parfois. Les anesthésistes, moi je fais pas. Ça serait valable pour le Fintech Sufinta ou c'est que morphine et oxycodone? Je n'ai pas vu d'études sur le Fonta, Sufonta, mais je pense que le principe est le même. Le principe est le même. C'est une action qui ne passe pas par le récepteur opiacé. Et donc, on doit avoir des posologies qui sont inférieures et qui ne touchent pas en fait à l'activité de l'agoniste auprès du récepteur. Il faut que ce soit vraiment des toutes petites doses.
n'exagérais pas sur l'effet un peu hyperalgésien. Oui, je disais, est-ce que ça ne serait pas éventuellement une action anti-hyperalgésiante qu'aurait l'antagoniste? C'est une question que je posais et Anna me dit que c'est quelque chose auquel il faut penser. Mais ça n'a pas été démontré pour le moment, c'est juste une explication qu'on pourrait donner comme ça. Il y aura peut-être un peu de ça, mais il y aura aussi la question, alors pour uniquement en fait, la naltrexone, la question que sur les effets secondaires, on dit c'est efficace parce que le seuil des récepteurs qui sont périphériques, il est quand même inférieur à ceux qui sont centraux. Donc si on donne un tout petit peu d'antagoniste sur des récepteurs qui sont digestifs, on a moins d'effets secondaires de type digestif, de type nausée, constipation, etc. Dans le fait qu'on déplace d'abord l'opioïde qui se fixe là où on ne veut pas. Et on veut qu'il se fixe à niveau central. Mais par exemple, une pratique que j'ai vu faire chez mon prédécesseur, qui était vraiment un pionnier de la douleur, très ancien, très chevronné, anesthésiste. Par exemple, quand il y avait des patients qui avaient un peu vite sous opiacés, il mettait une enseigne de narcose dans la PCA. Ça, c'est classique. Ça c'est, voilà, là je vois des têtes qui hochent, ou encore du nuage. Donc tout ça, c'est le même mécanisme. Un antagoniste en toute petite quantité peut potentialiser les agonistes et éventuellement contrecarrer un peu les effets secondaires. Alors, contrecarrer les effets secondaires, ça, en clinique, on a su l'utiliser, et j'en parle un peu plus loin. On a même aujourd'hui une molécule, le Relistor, qui utilise cet effet-là. Donc, je vais y venir. Alors, l'utilisation